va s'intéresser justement à ce qui se passe en Ligue 1 avec la crise, concrètement, la crise économique, parce que cette histoire m'a fait penser un petit peu, quand même, un petit peu à ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 80. Et je me suis dit que c'était l'occasion de se dire, mais de regarder comment les États-Unis ont fait pour s'en sortir justement de cette crise, et ils l'ont fait via la MLS. Il ne va pas être question de dire hein, la MLS c'est trop bien, la Ligue 1 c'est pourri, machin, c'est pas l'idée, hein, juste de vous dire, de faire quelques parallèles, et puis je vais en profiter, ça va me permettre aussi d'en profiter pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne au niveau de la MLS et pourquoi ils sont sur un modèle vertueux, avec certaines choses qui ont des limites, je le sais, notamment la notion des franchises, etc., etc., mais vous allez voir, il y a des choses intéressantes. Alors, si on regarde du côté de la Ligue 1, il y a un rapport qui avait été publié par Deloitte. Je mettrai le lien, bien évidemment, dans la description. En 2022-2023, les clubs français se sont partagés des revenus qui arrivaient aux alentours à peu près des 2,3-2,4 milliards d'euros, 2,38 pour être précis, ce qui correspondait à peu près à des revenus d'environ 119 millions en moyenne pour chaque club. Et dans ce modèle, dans le modèle de la Ligue 1, le modèle économique de la Ligue 1, les droits télé, à l'époque, représentaient environ un tiers des entrées d'argent générées par les clubs. Voilà. Sur ces 2,38 milliards, il y avait 706 millions d'euros de droits télé. Ça faisait à peu près 30% des entrées d'argent. Donc vous voyez déjà que ce n'est pas les entrées majoritaires pour les clubs de Ligue 1, hein, les droits télé. Bref. Sauf que dans ce même modèle, et selon ce même rapport, je peux vous montrer même une petite infographie. Hop, il faut juste que je puisse la retrouver, si elle veut bien arriver. C'est pas celle-ci, voilà, c'est celle-ci. Dans le modèle de la Ligue 1, toujours selon Deloitte, un rapport de 2022-2023, hein, donc ça remonte à il y a 2 ans, les salaires représentent 77% des revenus. La masse salariale totale des clubs en 2022-2023 représente 77% des revenus des clubs. À titre de comparaison, et vous le voyez sur ce graphique, c'est 66% en Angleterre, c'est 70% et en Italie, c'est 70% en Espagne, et en France, et en Allemagne, le plus vertueux, c'est 55%. C'est-à-dire qu'un club de Bundesliga n'investit pas investit à peine plus de la moitié de ce qu'il gagne dans les salaires. Et le souci qui s'est posé avec la Ligue 1, et c'est en cela qu'on les a beaucoup entendus, c'est la chute des droits télé, puisque en 2022-2023, dans ce modèle-là, on était à 706 millions d'euros, et selon le papier de l'équipe il y a un mois à peu près, hein, pareil, je mettrai le lien. Cette année, les clubs n'auront plus que 160 millions d'euros à se répartir en Ligue 1, selon les chiffres hein, de l'équipe publiés il y a quelques semaines. Ça fait une baisse de 80%. Donc vous comprenez que ça fait quand même des pertes de revenus, alors que les salaires, pendant ce temps-là, ils ont pas baissé. Et très clairement, ils n'ont clairement pas baissé. Et donc voilà le problème. Et pourquoi ça m'a fait penser... pourquoi cette histoire de Ligue 1 m'a fait penser un petit peu à ce qui s'est passé aux États-Unis? Parce que ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé au milieu des années 80, à l'époque de la NASL. Alors pour les plus anciens, à la fin des années 70, début des années 80, il y a un football professionnel aux États-Unis qui a vraiment pour le coup le vent en poupe, hein, qui est porté par des stars internationales comme Pelé, comme Cruyff, comme Beckenbauer. C'est la NASL, et Pelé a joué un grand rôle là dans l'explosion de son développement. Et la NASL, à l'époque, dépense sans compter, mais vraiment sans compter, dans des salaires absolument faramineux, sauf que va se produire le choc pétrolier, va se produire une récession au début des années 80, et un petit peu comme ça s'était passé à la fin des années 20, début des années 30 aux États-Unis, le football va en pâtir fortement. Et à l'époque où la NASL commence à vaciller, vous allez voir pourquoi j'ai fait le parallèle, les salaires représentent 70% des budgets des clubs. Voyez le parallèle. Ça a fini par aboutir à la fin de la NASL qui s'éteint en 1984. J'en avais parlé dans un magazine, le numéro 2, Hello Mag numéro 2. Où je parle de la fin de la NASL, donc vous pouvez aller voir cet article si vous le souhaitez. Il y a aussi une interview d'un ancien joueur passé par la NASL. Alors, il n'est pas question hein, ici de jouer les Cassandres, de dire la Ligue 1 va mourir, machin. Les maillots sont très baseball. Ouais, je sais pas, leur côté vintage, il y en a certains qui sont très très beaux. On fera un débat un jour sur les maillots de NASL, MLS, parce qu'ils les ressortent. Mais bon.
C'est là que c'est intéressant, parce que donc la NASL, elle, est allée jusqu'à disparaître. La Ligue 1 ne disparaîtra pas, hein, on ne va pas le souhaiter, mais certains clubs vont en souffrir, mais la NASL, elle, est allée jusqu'à disparaître. Et donc, quand ils ont recréé un championnat professionnel, la MLS, les Américains se sont servis de cette expérience de la NASL et ont mis en place un nouvel équilibre, ont mis en place un nouveau modèle, un nouveau système, et c'est ce système dont la Ligue 1 pourrait s'imposer. Ce système, vous l'avez deviné, c'est ce qu'on appelle le salary cap. Et donc, c'est aussi pour moi l'occasion de vous raconter comment ça fonctionne un petit peu. Donc, depuis ses débuts, depuis son arrivée, au milieu des années 90, la MLS a mis en place un système dans lequel la masse salariale des clubs est fortement encadrée. C'est ce qu'on appelle donc le salary cap, en français, le plafond salarial. Ce plafond, il est fixé en accord avec le syndicat des joueurs, il y a des conventions collectives, elles sont disponibles librement, vous pouvez aller les consulter, elles sont même en français si vous voulez... les consulter, je vous mettrai le lien. Tout est lisible, tout est clair, tout est transparent. Et donc, ça permet de réguler ses dépenses en termes de salaire par rapport aux entrées. Et ça a un autre avantage, c'est que comme il est mis à l'échelle de la Ligue, ben, ça pousse à une meilleure équité. Voilà. C'est-à-dire que vous ne vous retrouvez pas, parce que je vous parlerai des chiffres des salaires en Ligue 1, vous allez voir qu'il y a un salaire moyen, et si vous enlevez le PSG, le salaire moyen diminue fortement. Bref. Tout ça pour dire que ça contribue à ça. Pour vous donner une idée, pour vous donner un chiffre, en 2024, le salary cap, parce que le salary cap évolue depuis qu'il a été mis en place, c'est très bien pensé, Rodolphe, exactement. Depuis qu'il a été mis en place, il évolue chaque année, et d'ailleurs c'est fixé, je vous mettrai le lien, vous verrez, il évolue chaque année, il croît chaque année, du verbe croître, hein, pas du verbe croire. En 2024, il est de 5,47 millions de dollars. Voilà, ça c'est le budget salaire, la masse salariale maximale des clubs. Et pour vous donner une idée, pour vous donner à quel point il évolue, en 2027, il dépassera les 7 millions de dollars. Voilà. Ce salary cap, il a depuis subi quelques petits ajustements, quelques petites, je ne vais pas parler de dérogation, mais de nouveaux outils qui sont venus se greffer dessus. Le premier, c'est celui dont vous avez forcément, pour tous les clubs, c'est par club, 5,47 millions de dollars par club. Chaque club a un salary cap pour ses joueurs de 5,47 millions de dollars. Pour aller un petit peu plus loin, je vais essayer de pas trop entrer dans certains détails parce que déjà ça va perdre et ça va être compliqué. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Pour vous donner une idée, les équipes aussi sont limitées à 30 joueurs. Il y a 20 joueurs qui correspondent à ce qu'on appelle la partie senior, qui entrent dans ce salary cap. Et il y a d'autres joueurs avec des salaires minimums et des salaires maximums. Et il y a d'autres joueurs qui sont le deuxième roster, 10 joueurs, qui eux ont un autre salaire minimum et un autre salaire maximum. Tout est fixé par des conventions collectives, je le disais. Et donc, concrètement, quand un joueur arrive en MLS, il y a un salaire minimum, il y a un salaire maximum, et pour le club, il y a une masse salariale globale. Mais, il y a des outils, mais si les revenus de la Ligue baissent, le salary cap baisse. On va en parler, justement. Ça ne marchera pas en France, je ne sais pas. De toute façon, ça ne peut pas marcher dans un système où tout le monde ne le fait pas. Tu vois ce que je veux dire? Et je ne suis pas sûr que tu puisses imposer un salary cap au PSG. Mais vous allez voir où je veux en venir. Donc je pense que ça ne se fera pas, mais voilà. C'est pour dire qu'au lieu de au lieu de geindre et de pleurer et de dire plutôt que d'aller au restaurant acheter DAZN, il y a des modèles. Il y a des modèles qui peuvent être mis en place à l'échelle collective pour empêcher que tout le monde se casse la figure. Voilà, c'est juste. Et c'est juste ce qu'a fait la MLS. Donc, et puis j'en profite donc pour expliquer comment ça fonctionne. Le premier des outils qui a été ajouté, vous le savez probablement tous, c'est Beckham, c'est 2007, c'est le Designated Player. Le Designated Player, c'est un joueur qui n'entre pas dans ce salary cap. À l'époque, vous pouviez choisir un joueur sur lequel vous pouvez, en gros, c'est faites ce que vous voulez au niveau du salaire. Et lui n'est pas comptabilisé dans le salary cap. En fait, pour être plus exact, son salaire est dans le salary cap, son salaire compte pour le salaire maximum. Tout ce qui va au-dessus n'entre pas, n'est pas calculé. Aujourd'hui, les clubs ont droit à 3 DP, des Designated Players. Je rentre pas trop dans le détail sur d'autres types de players, il y a homegrown players et tout, je ne veux pas perdre tout le monde. Il y a 2 autres outils qui sont des petites variables d'ajustement que peuvent utiliser les clubs et que vous voyez passer de temps en temps. C'est TAM et GAM. Pareil, je vais essayer d'être assez concis. Le TAM, c'est en fait M dans les 2 cas, c'est pour allocation money. C'est une sorte de cagnotte. Le TAM, c'est ciblé et le GAM, c'est général. Le TAM, c'est pour un joueur, pour attirer, par exemple. Ça a été créé en 2015 et c'est très souvent pour les joueurs étrangers. En gros, avec le TAM, tu peux recruter un joueur dont le salaire et le transfert sortent
du salary cap sans leur attribuer le statut de designated player. Et pareil, en gros, tu peux toucher tu as ton salary cap, et avec le TAM, c'est une cagnotte supplémentaire qui est de 2,4 millions de dollars pardon, pour chaque club en 2024. Tu peux piocher dedans pour donner un petit peu plus d'argent à ton joueur. Voilà, j'espère que vous avez à peu près compris. Le TAM, c'est sur un joueur, le GAM, c'est sur un autre général. C'est n'importe quel joueur. Bref, et je vous dis, j'entre pas trop dans le détail parce que voilà. Heureusement qu'il n'y avait pas l'Inter Messi à l'époque. Mais l'Inter Messi respecte son salary cap. Et je vais en parler un petit peu de l'Inter Messi. Mais donc, ce qu'il faut savoir, pour résumer un petit peu, vous avez pour chaque club une masse salariale encadrée, 5,47 millions de dollars, à laquelle, qui est avec un seuil, et vous avez, dans ce budget, pour payer vos joueurs, une grille salariale, un salaire minimum, un salaire maximum, voilà. Et vous avez des outils qui vous permettent d'ajuster un petit peu cela, le TAM et le GAM, pour payer un petit peu plus. Et vous avez le statut de designated player pour pouvoir payer quelqu'un au-dessus du salaire maximum sans que ça impacte votre plafond salarial. Et donc, voilà, avec donc une limite de 3 joueurs. Je le disais, les effectifs sont plafonnés à 30 joueurs. Vous ne pouvez pas avoir plus de 30 joueurs dans votre effectif. Une liste principale de 20 qui entre dans le salary cap et une liste complémentaire de 10 joueurs qui n'entrent pas dans le salary cap. Donc ces 5 millions de dollars sont pour les 20 joueurs de votre liste principale. Et je le disais, des salaires minimums et des salaires maximums. Alors vous allez me dire, c'est joli, mais concrètement, qu'est-ce que la MLS gagne avec ce système? Alors déjà, elle a trouvé ce que la NSL n'avait pas, c'est-à-dire un équilibre. Un équilibre et une stabilité financière. Alors, pour les investisseurs, on le sait, je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'aspect franchise. C'est plus facile comment dirais-je, et je l'entends, hein, l'argument. Quand tu as des franchises, pas de promotion et de relégation, c'est plus facile d'investir dans un club. Oui, sauf que la NASL, c'était déjà un système de franchise et ça n'a pas empêché sa chute. Mais donc, ce système a permis de trouver un équilibre. Et le deuxième levier sur lequel la MLS a joué pour pouvoir continuer d'avancer et continuer de croître, et là, on va en parler, et là, vous allez voir, hein, on va faire la bise à Vincent Labrune, c'est les droits télé. Et comment elle a fait? Eh bien, tout simplement, elle s'est mise d'accord avec une plateforme sur un contrat longue durée qui assurait un minimum annuel. Cette plateforme, vous le savez, c'est Apple, c'est ce qu'on appelle le MLS Season Pass. C'est ce fameux deal avec Apple. Pour info, il est de 250 millions de dollars annuels pendant 10 ans. Chaque année, Apple donne 250 millions de dollars pour diffuser l'intégralité de la MLS sur sa plateforme. Si vous comparez à ce qu'on avait en Ligue 1, c'est pas exceptionnel. Si vous comparez même à ce que DAZN a proposé, c'est pas exceptionnel. Et là, vous pouvez mais il a des avantages. Le premier avantage, c'est qu'il vous sécurise une entrée régulière, 250 millions de dollars, sur 10 ans. Donc sur 10 ans, tu peux déjà te projeter un petit peu plus. Et le deuxième, donc en gros, au fait, aussi, tu évites de passer de 700 millions d'euros il y a 2 ans à 160 cette année. Tu vois, donc c'est un vrai plus. Déjà, toi, quand tu es un club et que tu budgétises sur du long terme. Et le deuxième, c'est que ça a permis d'augmenter les droits télé de la MLS. Parce que, évidemment, ils vont pas augmenter sur les 10 prochaines années. Mais ils avaient déjà des contrats. Ils avaient des contrats avec Fox, ESPN, Univision, qu'ils n'ont pas cassés. Donc Fox, ESPN, Univision continuent de diffuser la MLS pour à peu près le même prix, à peu près 90 millions de dollars. Et donc, en gros, la MLS est passée en 10 ans de 65 millions de dollars à 340 millions de dollars minimum de droits télé pour ces clubs. Vous voyez déjà qu'on progresse. Alors, si vous répartissez ces 340 millions de dollars entre les 29 équipes, ça fait environ 10 millions. Et certains clubs peuvent rajouter des contrats, ils signent des contrats avec des diffuseurs locaux qui peuvent aller de 5 à 10 millions. Bon, bref, j'entre pas dans le détail. Mais en gros, au max, pour un club de MLS, les droits télé représentent 20 millions d'euros. Si je traduis en euros et en arrondissant grosso modo, c'est 20 millions d'euros. Et donc, vous vous dites, 20 millions d'euros, c'est pas grand-chose. Sauf que, avec le système du salary cap, etc., par exemple, la masse salariale de l'Inter Miami, puisqu'il était question de l'Inter Miami, la masse salariale de l'Inter Miami, c'est 27 millions d'euros. En Ligue 1, ça serait l'équivalent de Lens, et c'est juste en dessous de Nice et Rennes. Je crois que Nice et Rennes sont à 28 millions d'euros à peu près. Donc voilà, l'Inter Miami a une masse salariale globale de 27 millions d'euros, ce qui ne l'empêche pas de lâcher 10 millions d'euros annuels pour Lionel Messi, qui est designated player, où Sergio Busquets prend 6 ou 7 millions aussi à l'année. Les salaires sont disponibles, vous pouvez aller voir ça. Je mettrai un lien vers un site qui s'appelle Capology, vous verrez les salaires en MLS, mais aussi en Ligue 1. Et donc, 27 millions d'euros de budget, rien que les droits télé, c'est minimum 20 millions. C'est
à environ 20 millions d'euros max. Rien qu'avec les droits télé, on a quasiment couvert les salaires en MLS. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu une idée de ce système, d'un système vertueux, et on s'est appuyé sur une plateforme avec une renommée qui n'a pas forcément lâché le PIB des États-Unis pour y aller. Et là, on fait la bise à Vincent Labrune et à la façon dont il a traité, par exemple, Canal+, parce que Canal aurait très bien pu lâcher des contrats de 350 millions, 400 millions d'euros sur 10 ans. Donc voilà. Donc ça leur coûte pratiquement rien en salaire au final. C'est déjà, tu vois, tu es déjà quasiment à l'équilibre rien qu'avec les droits télé. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors les salaires sont pas les mêmes. Bon, quelques chiffres. En termes de salaire en 2024, le salaire moyen en MLS, c'est 433 000 euros. En incluant tout le monde, hein, ok ? D'ici 2032, ce salaire annuel devrait doubler. En France, c'est bien au-dessus, bien évidemment. Selon ce fameux site, Capology, le salaire moyen annuel en Ligue 1, c'est 1,3 million d'euros. Et là, je disais, si tu enlèves le PSG, parce que le PSG fausse un petit peu, c'est-à-dire que la masse salariale totale en Ligue 1, elle est de... Alors attendez, je crois que j'ai le chiffre quelque part. Où est-ce que je l'ai mis? Elle est de 689 millions d'euros. Le PSG à lui tout seul, c'est 208. Hein, donc voilà. Donc en gros, si vous enlevez le PSG de la Ligue 1, le salaire moyen d'un joueur de Ligue 1, c'est 1 million d'euros. Donc c'est à peu près un peu plus du double de celui de la MLS. Mais pour vous donner une comparaison avec des pays européens, parce que j'ai vu passer le message de Kolo Muani par rapport à la compétitivité financièrement, le côté est-ce que pour les joueurs étrangers c'est rentable de quitter l'Europe, le salaire moyen d'un joueur en MLS est supérieur au salaire moyen d'un joueur aux Pays-Bas et au Portugal. Voilà, on est sur des chiffres qui sont aux alentours des 400 000 euros pour des joueurs en salaire moyen aux Pays-Bas et au Portugal. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on va garder de tout ce que je viens de vous dire sur ces deux modèles qui ont été mis en place? On met des garde-fous pour stabiliser économiquement ces clubs, et de l'autre côté, on signe des accords longue durée avec un diffuseur pour mettre en place un système à l'équilibre qui permet, pour le coup, d'attirer des joueurs et qui permet au championnat de progresser. Parce que, pour vous donner une idée par rapport au continent, aujourd'hui, en 2024, le salaire moyen de la MLS est supérieur à un salaire moyen offert en Liga MX qui a longtemps été vu comme le championnat le plus riche d'Amérique du Nord. Et il n'y a qu'un seul pays qui offre des salaires supérieurs à la MLS, c'est le Brésil, mais l'écart est très faible. Je vous parlais de 430 000 euros pour la MLS. On est à 500 000 euros pour le salaire moyen au Brésil. Donc on commence à le rattraper, sachant que le salaire moyen en MLS ne va faire qu'augmenter. Messi augmente la moyenne, ça ne veut rien. Messi est le seul dans ce cas-là. Et au PSG, PSG augmente la moyenne de tous les clubs de France. Et je te dis, la masse salariale de l'Inter Miami, c'est celle de Lens. Voilà, c'est celle du RC Lens, à peu près. Et tout ça pour dire que sur ces deux leviers sur lesquels ils ont joué et sur lesquels la Ligue 1 pourrait jouer à l'échelle de la Ligue, là on ne parle pas de mettre ça en place au sein d'un club. Et je l'ai vu le message, Saint-Etienne a tenté le salary cap, ça marche pas. Mais parce que si tu le fais tout seul, t'es mort. C'est pas compliqué. Le système a fonctionné parce que c'est la Ligue qui l'a mis en place. Et ça donc maîtrise tout, ça évite toute dérive et ça évite aussi d'être dans une bulle qui, un jour ou l'autre, peut éclater. Et ça n'empêche pas d'attirer des talents notamment venus d'Amérique du Sud. On se souvient de Miguel Almiron, on parle de Thiago Almada. Et ça n'empêche pas non plus de signer des stars. Alors vous allez me dire, certains sont vieillissants comme Messi et Suarez. Je rappelle que Zlatan est passé par la MLS et est revenu derrière en Europe pour continuer de briller. Donc c'est une piste. C'est une piste que la Ligue 1 pourrait peut-être suivre, ne suivra sans doute pas parce qu'elle n'est pas capable de prendre des décisions collégiales ou de prendre de telles mesures, parce qu'on sait très bien que dans une ligue où il y a un club comme le PSG, tu ne peux pas faire ce genre de choses-là. Mais voilà, plutôt que d'essayer de courir après des droits télé hors sol pour compenser des dépenses salariales démesurées, elle devrait peut-être se dire, notre bulle est en train d'éclater, un petit peu comme la NASL a éclaté à une époque, et plutôt que d'attendre la disparition de ces clubs, on en voit certains qui ont commencé à disparaître et d'autres sont amenés peut-être à souffrir très fortement, elle devrait se dire, il est peut-être temps de penser un petit peu à autre chose et d'envisager un modèle plus stable. Pas forcément plus équilibré, même si vous voyez ce système MLS est plus équilibré, mais au moins un système plus stable. Voilà, c'est une piste, et ça permet aussi pour vous de comprendre un petit peu comment ça fonctionne à MLS et pourquoi ce championnat ne cesse d'avancer et de progresser au fil des années. Donc c'était un petit peu l'idée de ce
de ce dossier.